34e. Si la médecine empirique est la même chose que le scepticisme. 236. Puisque certains disent que la philosophie sceptique est la même chose que l'école médicale empirique, il faut savoir que si cet empirisme assure que les choses obscures sont insaisissables, il n'est pas la même chose que le scepticisme, et il ne conviendrait pas aux sceptiques d'adhérer à cette école. Il pourrait plutôt, à ce qui me semble, suivre l'école qu'on appelle méthodiste. 237. Elle est en effet la seule parmi les écoles médicales qui paraît ne pas tomber dans la précipitation à propos des choses obscures, en ayant la prétention de dire si elles sont saisissables ou insaisissables, mais qui, en suivant ce qui est apparent, en tire ce qui semble être profitable, suivant en cela les sceptiques. En effet, nous avons dit plus haut que la vie commune à laquelle le sceptique lui aussi prend part a 4 parties. La conduite de la nature, la nécessité des affects, la tradition des lois et des coutumes, l'apprentissage des arts. 238. Donc, de même que par la nécessité des affects, le sceptique est guidé par la soif vers la boisson et par la faim vers la nourriture, et pareillement dans les autres cas, de même le médecin méthodiste est conduit par les maladies à ce qui leur correspond par la contradiction à la dilatation, par la contraction et à la dilatation. Par la contraction à la dilatation, à l'image de celui qui fuit dans le chaud, la compression provoquée par le froid, par le flux, à la suspension du flux, comme ceux qui, couverts de sueur dans un bain et plongés dans un état de relâchement, provoquent la suspension de ce flux en se précipitant dans l'air froid. Que des choses naturellement étrangères nous contraignent à aller dans le sens de leur suppression, c'est obvi, puisque même le chien qui s'est enfoncé une écharde procède à son enlèvement. 239. Et pour ne pas outrepasser le caractère d'esquisse de mon ouvrage en parlant des cas particuliers, je pense que tout ce que les méthodistes disent de cette manière peut être rangé sous la nécessité des affects naturels. Quant à l'usage des mots sans soutenir d'opinion et de manière indifférente, il est commun aux deux voies. 240. En effet, de même que le sceptique se sert sans soutenir d'opinion des expressions « je ne détermine rien » et « je ne sais rien », comme on l'a dit, de même le méthodiste parle de communauté ou d'invasion et autres termes semblables, sans chercher plus loin semblablement. Ils prennent le terme indication sans soutenir d'opinion pour le fait d'être guidés par les affects. Naturel aussi bien que contre nature, vers ce qui semble leur correspondre, comme je l'ai suggéré pour la soif, la faim, etc. 241. Il y a donc une affinité de la voie de la médecine méthodique avec le scepticisme, plus que dans les cas des autres écoles médicales, et cela par comparaison avec celle-ci et non absolument. Il faut le conjecturer à partir de ce qui précède et de choses semblables. Ayant parcouru toutes les écoles qui semblent être voisines de la voie sceptique, nous avons mené à terme notre propos sur le scepticisme en général et le premier livre de notre esquisse. Livre 2. Premier. Si le sceptique peut mener une recherche sur ce que disent les dogmatiques. 1. Puisque nous avons entrepris de mener notre recherche contre les dogmatiques, parcourons de façon concise et sous forme d'esquisse chacune des parties de ce qu'on appelle la philosophie, en répondant d'abord à ceux qui ne cessent de rabâcher que le sceptique n'est susceptible ni de mener une recherche sur, ni, en général, de concevoir ce à propos de quoi les dogmatiques ont dogmatisé. 2. Ils affirment en effet que soit le sceptique saisit les choses que disent les dogmatiques, soit il ne les saisit pas. Et s'il les saisit, comment peut-il être dans l'aporie à propos de ce qu'il dit avoir saisi? Mais s'il ne saisit pas, justement, il ne sait même pas. S'il ne les saisit pas, justement, il ne sait même pas que dire de ce qu'il n'a pas saisi. 3. De même, en effet, que celui qui ne sait pas, par exemple, ce qu'est l'argument une fois soustrait d'autant, ou l'argument à deux majeurs, on ne peut rien dire à leur sujet. De même, celui qui ne connaît pas chacune des choses dont parlent les dogmatiques ne peut pas mener une recherche contre eux à propos de ce qu'il ne sait pas. Le sceptique ne pourra donc en aucune façon mener une recherche sur ce que disaient les dogmatiques. 4. Et bien que ceux qui disent cela nous répondent, comment emploie-t-il ici le terme saisir? S'agit-il de simplement concevoir sans rien assurer en même temps sur l'existence des choses à propos desquelles nous raisonnons, ou de concevoir en posant aussi l'existence des choses dont nous discutons? Car ils disent dans leur argument que saisir, c'est donner son assentiment à une impression cognitive. Une impression cognitive étant celle qui vient de quelque chose d'existant, imprimée et marquée conformément à l'existant lui-même, et qui est telle qu'elle ne pourrait pas naître de quelque chose qui n'existe pas. Eux-mêmes ne voudront sans doute pas accepter qu'on ne puisse pas mener une recherche sur quelque chose qu'ils n'ont pas saisi. 5. Par exemple, quand le stoïcien mène une recherche contre l'épicurien qui dit que la substance se divise,
ou que le Dieu ne connaît pas à l'avance ce qui se passe dans le monde, ou que le plaisir est le bien. L'a-t-il saisi ou ne l'a-t-il pas saisi? Et s'il a saisi en disant que ces choses sont effectivement, il renverse le portique de fond en comble. Mais s'il ne l'a pas saisi, il ne peut dire quoi que ce soit contre elle. 6. Mais il faut dire des choses du même ordre contre ceux qui viennent des autres écoles, quand ils veulent mener une recherche sur un point concernant les opinions, de ceux qui sont en désaccord avec eux, de sorte qu'ils ne peuvent pas mener de recherche réciproque sur quoi que ce soit. Bien plus, pour parler sérieusement, pour ainsi dire, toute la philosophie dogmatique de ces gens-là sera confondue, alors que la philosophie sceptique sera vigoureusement poussée en avant s'il est accordé qu'on ne peut pas mener une recherche sur ce qui n'a pas été saisi de cette manière. 7. En effet, celui qui se prononce dogmatiquement sur une chose obscure dira qu'il se prononce à son sujet soit en l'ayant saisi, soit en ne l'ayant pas saisi. Si c'est en ne l'ayant pas saisi, il ne sera pas digne de foi. Mais si c'est en l'ayant saisi, il dira qu'il a saisi soit immédiatement de lui et de lui-même, et qu'elle lui est tombée sous le sens de manière évidente, soit par le biais d'une investigation et d'une recherche. 8. Mais s'il dit que la chose obscure lui est tombée sous le sens et a été saisie par elle-même fortuitement et d'une manière évidente, dans ces conditions, elle ne serait pas obscure, mais apparente également pour tout le monde, objet d'accord et non pas de désaccord. Or, à propos de chacune des choses obscures, il s'est levé parmi eux un désaccord, ininterrompu. Donc le dogmatique qui assure qu'elle existe peut avoir saisi la chose obscure en tant qu'il lui est tombé sous le sens par elle-même, d'une manière évidente. 9. Et si c'est par le biais de quelque investigation, comment est-il capable de mener une recherche avant d'avoir saisi exactement l'objet selon l'hypothèse proposée? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une recherche sans avoir saisi l'objet au sens premier. En effet, étant donné que la recherche a besoin que ce qui va être recherché soit d'abord exactement saisi et soit ainsi l'objet de la recherche, mais étant donné que la saisie de la chose recherchée a besoin à son tour d'être en tout cas l'objet d'une recherche préalable, du fait du mode du dialène de l'aporie, il aurait impossible de mener une recherche dogmatique sur les choses obscures. Si certains veulent partir de la saisie, nous les amenons à l'obligation de faire une recherche préalable sur l'objet avant de l'avoir saisi. Et s'ils veulent partir de la recherche, nous les conduisons à devoir saisir avant de mener la recherche ce qui va être recherché, de sorte que, de ce fait, ils ne peuvent saisir aucune des choses obscures ni rien assurer à leur sujet. À partir de là, il s'ensuit directement, je pense, que les belles paroles des dogmatiques se trouveront anéanties, ce qui permet d'introduire la philosophie suspensive. 10. Mais s'ils prétendent qu'ils veulent dire que ce qui n'est pas la saisie en ce sens qui doit précéder la recherche, mais la conception tout simplement, alors mener une recherche sur l'existence des choses obscures n'est pas impossible à ceux qui suspendent leur assentiment. En effet, le sceptique n'est pas, je pense, condamné à se passer de la conception qui naît à partir de ce qui lui tombe passivement sous le sens, et des raisons qui lui apparaissent d'une manière évidente, cela n'impliquant absolument pas l'existence de ce qui est conçu. Car, comme ils le disent, nous ne concevons pas seulement les choses qui existent, mais aussi celles qui n'existent pas. De là le fait que celui qui suspend son assentiment demeure dans sa disposition sceptique aussi bien en menant une recherche qu'en concevant quelque chose. Car on a montré qu'il donne son assentiment à ce qui lui tombe sous le sens selon une impression passive en tant que cela lui apparaît. 11. Mais regarde si, en fait, les dogmatiques ne sont pas même exclus de la recherche. Effectivement, ce n'est pas pour ceux qui reconnaissent ignorer ce que les choses sont par nature qu'il est inconséquent de mener une recherche, mais pour ceux qui pensent en avoir une connaissance exacte. Pour ceux-ci, en effet, la recherche est dès maintenant arrivée à son terme, à ce qu'ils supposent alors que pour cela, ce par quoi toute recherche est constituée, à savoir estimer que l'on n'a pas encore trouvé, est toujours en vigueur. 12. Il nous faut donc brièvement, pour la présente occasion, mener une recherche sur chaque partie de ce qu'on appelle la philosophie. Et puisqu'il y a un grand désaccord parmi les dogmatiques sur les parties de la philosophie, les uns disant qu'il y en a une seule, d'autres deux, d'autres trois désaccords, dont il ne conviendrait pas de traiter maintenant plus longuement, nous allons continuer notre exposé en exposant de manière impartiale l'opinion de ceux qui semblent avoir traité de cette question d'une manière plus complète. Deuxième. Par où doit commencer la recherche menée contre les dogmatiques? 13. Les stoïciens et certains autres disent que la philosophie a trois parties, logique, physique, éthique, et ils en commencent l'enseignement par la partie logique, bien qu'il y ait eu nombre de dissensions sur le point de savoir par où il fallait commencer. Nous les suivrons sans soutenir d'opinion, et puisque ce qui est dit dans les trois parties requiert un jugement et un critère, et que traiter du critère semble bien être inclus dans la partie logique, nous commencerons en traitant du critère, c'est-à-dire par la partie logique. Troisième, du critère.
14. Remarquant d'abord que l'on appelle critère à la fois ce par quoi, disent-ils, l'on juge, c'est-à-dire le critère comme guide de la vie, de l'existence et de la non-existence, et ce sur quoi nous nous guidons pour vivre. Nous nous proposons maintenant de traiter du critère que l'on dit être celui de la vérité. En effet, nous avons examiné le critère dans l'autre sens dans notre exposé sur le scepticisme. Rappelons la parenté étymologique entre critérion, critère, et krineien, juger. 15. Le critère dont traite cet exposé se dit de trois manières: général, spécial, général, spécial et très spécial. D'une manière générale, et critère toute mesure de saisie, sens selon lequel on appelle aussi critères les critères physiques, comme la vue. D'une manière générale, d'une manière spéciale, c'est toute mesure technique de saisie, comme la règle et le compas. D'une manière très spéciale, c'est toute mesure technique de la saisie d'une chose obscure, sens selon lequel ne sont pas appelés critères les critères que nous utilisons dans la vie, mais seulement les critères logiques, c'est-à-dire ceux que les dogmatiques fournissent pour discerner la vérité. 16. Nous disons donc que nous examinons avant tout le critère logique, mais on peut encore parler du critère logique en trois sens: celui par lequel, celui au moyen duquel, celui selon lequel, par lequel, c'est par exemple un être humain, au moyen duquel c'est par exemple la sensation ou la pensée, selon lequel c'est par exemple l'application de l'impression, selon laquelle l'homme s'efforce de juger au moyen de l'un des critères susdits. 17. Il était sans doute approprié de dire cela au préalable, pour que nous concevions ce sur quoi porte notre discours. Et maintenant, il faut nous mettre à la réfutation de ceux qui affirment avec précipitation avoir saisi le critère de la vérité, et commencer par le désaccord qui règne à ce sujet. 4. S'il existe un critère de la vérité. 18. Parmi ceux qui ont consacré une étude aux critères, les uns ont soutenu qu'il y en a un, comme les stoïciens et certains autres, d'autres qu'il n'y en a pas, notamment Xéniade de Corinthe ou Xénophane de Colophon, qui dit que l'opinion se trouve en toute chose, mais s'il y en a ou s'il n'y en a pas, sur ce point nous suspendrons notre assentiment. 19. Or, ils diront que ce désaccord est soit décidable, soit indécidable. S'il est indécidable, il sera immédiatement accordé qu'il faut suspendre son assentiment. Mais s'il est décidable, qu'ils disent par quoi la décision sera faite, alors que nous n'avons pas de critères sur lesquels nous soyons d'accord, ni ne savons d'une manière générale s'il existe, mais que nous le recherchons. 20. Par ailleurs, pour que le désaccord qui existe sur le critère fasse l'objet d'une décision, il faut que nous ayons un critère sur lequel nous soyons d'accord, par lequel nous pourrons prendre une décision sur ce désaccord. Et pour que nous ayons un critère sur lequel nous soyons d'accord, il faut d'abord que le désaccord sur le critère ait fait l'objet d'une décision. Ainsi, l'argument tombe-t-il dans le diallèle, et la découverte du critère devient aporétique. Puisque nous ne leur accordons pas de prendre un critère par hypothèse, et dans le cas où ils voudraient arriver à une décision sur le critère par un critère, nous les renvoyons à la régression à l'infini. Mais aussi puisque la démonstration a besoin d'un critère qui a été démontré, et que le critère a besoin d'une démonstration qui ait fait l'objet d'une décision, ils sont renvoyés au diallèle. 21. Bien que nous pensions que cela soit suffisant pour montrer la précipitation des dogmatiques dans leur traitement du critère, pour apporter quelques variétés dans la réfutation que nous leur opposons, il n'est pas absurde de persévérer sur ce sujet. Non certes que nous ayons l'intention de combattre spécifiquement chacune de leurs opinions sur le critère, car il y a des accords plus que ne le saurait dire, et il serait inévitable qu'en procédant ainsi, nous tombions nous aussi dans un argument méthodiquement mauvais. Mais puisqu'il semble bien que le critère sur lequel nous menons notre recherche soit de trois sortes, celui par lequel, celui au moyen duquel, celui selon lequel, nous-mêmes en parcourant chacun d'entre eux tour à tour, établirons son insaisissabilité. Ainsi, notre argument sera à la fois de bonne méthode et achevé. Commençons par le critère, par lequel, car il semble bien que d'une certaine manière les autres sont entraînés avec lui dans l'aporie. 5. Du critère par lequel. 22. L'être humain, pour autant que l'on écoute ce qui est dit par les dogmatiques, me semble être non seulement insaisissable, mais aussi inconcevable. Ainsi entendons-nous chez Platon, Socrate reconnaître tout bonnement ne pas savoir s'il est un être humain ou quelque chose d'autre. Quand ils veulent établir son concept, ils tombent d'abord dans le désaccord, et ensuite ils disent des choses inintelligibles. 23. Démocrite en effet dit qu'un être humain est ce que nous connaissons tous. Mais pour autant qu'on suit son raisonnement, nous ne connaîtrons pas l'être humain, puisque nous connaissons aussi le chien et que par suite le chien lui aussi sera un être humain. Et il y a certains humains que nous ne connaissons pas, donc ils ne seraient pas des êtres humains.
Ils ne seront pas des êtres humains. Bien plus, pour autant que l'on suit cette notion, personne ne sera un être humain. Car si Démocrite dit qu'il faut qu'un être humain soit connu par tout le monde, selon lui, personne ne sera un être humain. 24. Qu'en disant cela, nous disions, nous ne fassions pas les sophistes, cela apparaît dans les conséquences de ce qu'il soutient. En effet, notre homme dit que seuls existent véritablement les atomes et le vide, et qu'on les rencontre non seulement dans les êtres vivants, mais dans tous les composés, de sorte que pour autant que l'on s'en tienne à ces deux réalités, nous ne concevrons pas la particularité de l'être humain, puisqu'elles sont communes à toutes choses. Mais aucun objet n'existe en dehors de ces choses. Donc nous n'aurons rien par quoi distinguer l'être humain des autres animaux, et nous ne pourrons pas le concevoir de manière distincte. 25. Épicure dit qu'un être humain est une figure de cette sorte avec la présence d'une âme. Et selon lui, puisque l'être humain se laisse clairement voir par le geste qui le montre, celui qui n'est pas montré n'est pas un être humain. Et si quelqu'un montre une femme, l'homme ne sera pas un humain. Et si c'est un homme, la femme ne sera pas un humain. Nous entreprendrons aussi d'établir cela à partir de la différence des circonstances que nous connaissons par le quatrième mode de la suspension de l'assentiment. D'autres, les péripatéticiens et peut-être les stoïciens, ont dit que l'être humain était un animal raisonnable, mortel, qui peut recevoir intellect et science. Or, comme nous avons montré dans le premier mode de la suspension de l'assentiment, qu'aucun animal n'est dépourvu de raison, mais que tous peuvent recevoir intellect et science, pour autant du moins qu'on écoute ce que disent ces philosophes. Nous ne saurons pas ce qu'ils peuvent bien vouloir dire. 27. Et ils disent que les attributs contenus dans cette définition sont soit en acte, soit en puissance. Si c'est en acte, ne sera pas un être humain celui qui n'a pas encore acquis une science complète, et qui n'est pas parfait dans sa raison, et qui n'est pas en train de mourir, car cet être mortel, c'est cela, être mortel en acte. Mais si c'est en puissance, ne sera un être humain ni celui qui possède une raison parfaite, ni celui qui a acquis intellect et science, ce qui est encore plus absurde que l'hypothèse précédente. Ainsi, le concept d'être humain se révèle sans consistance. 28. En effet, quand Platon affirme que l'être humain est un animal sans ailes, bipède, aux ongles larges, pouvant recevoir la science politique, lui-même n'estime pas que cela peut être assuré. En effet, si l'être humain est l'une des choses qui, d'après lui, sont en devenir, mais ne sont jamais réellement, et s'il est, d'après lui, impossible de rien assurer à propos de ce qui n'est jamais réellement, Platon non plus n'estimera pas pouvoir apparaître comme posant cette définition avec assurance, mais comme il en a l'habitude, selon le plausible.